La présidence et le secrétariat de la paix fait pour la bonne organisation des travaux de cette session. Ma modeste famille et moi-même vous remercions sincèrement pour la marque de compassion que vous nous avez témoignée hier matin en vous référant à la tentative d'atteindre notre intégrité physique en date 19 mai dernier, attaque qui visait aussi la déstabilisation des institutions de la République. Cette session intervient dans un contexte particulier caractérisé par la résurgence des guerres et des conflits entre les États ainsi que par la violation du droit international sur tous les 5 continents du monde. La communauté francophone dont nous faisons partie devrait travailler pour le retour de la paix partout dans le monde. En ce qui concerne l'Afrique et plus particulièrement la région des Grands Lacs, je voudrais, en ma qualité de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, vous faire part de la situation dramatique qui prévaut dans mon pays depuis plus de 3 décennies. Cette situation est marquée par la guerre d'agression dont la République démocratique du Congo est victime dans sa partie orientale, plus précisément dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cette agression est l'œuvre du Rwanda et de l'Ouganda, 2 pays voisins, malheureusement. Il y a quelques jours, l'armée rwandaise et ses protégés du M23 ont une fois de plus semé la désolation au Nord Kivu, dans le Grand Nord, où nous déplorons d'énormes pertes en vies humaines, ainsi que la destruction de l'environnement. Comme vous le savez, depuis 2 ans, le mouvement du M23 soutenu par le Rwanda, un pays francophone qui siège avec nous présentement, a déclenché une guerre meurtrière et atroce dans la province du Nord Kivu. Cette rébellion du M23 est soutenue aussi par l'Ouganda, qui abritait son quartier général avant sa résurrection. Distingués collègues, il est regrettable que Madame la secrétaire générale de l'OIF ait fait le tour d'horizon des pays touchés par la guerre, sans mentionner la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, qui est un des plus grands pays francophones. Je préfère croire que c'était un simple oubli et non une façon subtile d'éluder la présence des troupes rwandaises et ougandaises sur le territoire congolais. Chaque jour, des dizaines de personnes sont tirées et des villages entiers sont incendiés. L'armée rwandaise et les M23 poussent leur séisme jusqu'à faire des viols de femmes et de filles congolaises une notable arme de guerre. Ces atrocités sont documentées par des experts des Nations Unies qui estiment le nombre de victimes à plus de 500 000 bien que pour les dernières opérations. Aujourd'hui encore, avant l'ouverture de cette plénière, le Conseil de sécurité des Nations Unies a publié un rapport de ses experts intitulé « La conquête territoriale de l'armée rwandaise dans l'Est de la République démocratique ». Ces chercheurs mandatés par le Conseil de sécurité ont fait état, je cite, de la présence de 3 000 hommes à 4 000 militaires rwandais déployés avec des lance-missiles sur le territoire congolais. Ils estiment que les officiers rwandais ont de facto pris le contrôle et la direction des opérations du mouvement de rébellion du 23 mars. Ils opèrent avec des pièces d'artillerie et des armes de gros calibre, des véhicules blindés avec des radars et un système de missiles anti-aériens. Ces experts accusent les autorités rwandaises d'avoir violé l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et jugent responsables des actions du M23. En dépit des efforts entrepris par son Excellence Monsieur le Président de la République, depuis son avènement au pouvoir, et malgré le pourparlers engagé dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi, la guerre continue à faire ses ravages. Sous le prétexte fallacieux de protéger les populations Tutsi, abusivement considérées comme des victimes d'exactions, alors qu'elles sont représentées dans toutes les institutions de la République, Parlement, gouvernement, armée, police et cours et tribunaux, et ne se sont jamais reconnues dans les revendications de cette rébellion du M23. Plus de 7 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont contraints à l'errance dans leur propre pays et vivent dans des conditions inhumaines dans les cas qui sont aussi l'objet de bombardements ininterrompus de l'armée rwandaise.
À ce jour, le nombre de morts occasionnés par cette guerre d'agression et des pillages des ressources de la RDC est estimé à plus de 10 millions, sans que la communauté internationale, dont nos pays francophones sont membres à part entière, ne hausse le ton pour sanctionner et décourager ainsi les pays agresseurs dont le degré de crime commis sur le sol congolais dépasse tout entendement. Ce qui se passe dans mon pays est autant dramatique que la situation que la communauté internationale déplore chaque jour en Ukraine et au Moyen-Orient. Ces drames sécuritaires et humanitaires largement mis à l'exergue et en lumière par les experts des Nations Unies, les différents rapports des missions d'observation de l'ONU et d'autres organisations régionales et le fait de la convoitise des richesses minières se trouvant dans la partie est de la République démocratique du Congo et dont l'exploitation illégale profite aux pays agresseurs et leurs complices. Distingués collègues, c'est ici le lieu de demander à notre Assemblée de sortir de la diplomatie contemplative et de s'engager résolument dans une approche agissante afin d'exiger du Rwanda et de l'Ouganda à retirer les troupes du territoire congolais. Car cette guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et l'Ouganda empêche notre peuple à engager les dividendes de la démocratie et des efforts fournis par le gouvernement congolais afin d'améliorer les conditions de vie de sa population. Enfin, la vocation de la République démocratique du Congo, pays situé au cœur de l'Afrique, tout comme la vision de son président, est de créer au centre de l'Afrique un espace de prospérité commune et permettre ainsi à la RDC de jouer son rôle naturel de locomotive de la renaissance africaine. La paix retrouvée, la République démocratique du Congo n'avancera pas seule. Elle entraînera à coup sûr, au nom de la solidarité africaine, les autres pays africains dans sa marche vers le développement. Distingués collègues, la RDC est un pays solution dans la lutte contre le réchauffement climatique grâce à ses forêts. Ses potentialités en énergie propre, renouvelable et non polluante, ainsi qu'en ressources minières. Elle est pourvue de beaucoup d'autres atouts, inégalables notamment une population estimée à 110 millions d'habitants, dont 70% est constituée de jeunes. Sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, c'est 120 millions d'hectares de terres arables, 80 millions et 40 millions irrigables. Bien exploitée, la République démocratique du Congo est capable de résorber 2 fois la visite alimentaire mondiale, soit de nourrir plus de 2 milliards de personnes. La République démocratique du Congo est aussi considérée comme le château d'eau d'Afrique, disposant de 53% d'eau douce d'Afrique et 13% du monde. C'est une réponse appropriée à l'épineuse question des désertifications causées par le désert de Sahara, qui à ce jour a causé le dessèchement du lac Tchad et du désert de Kalahari, où le problème des terres arables commence à se poser avec acuité. Enfin, je vais m'arrêter là. Le potentiel énergétique de la RDC, estimé à 100 000 MW, dont 44 000 à Inga, est une opportunité pour l'électrification et l'industrialisation de toute l'Afrique et une partie de l'Europe et de l'Asie. Prenez besoin de souligner ici qu'avec ces minerais stratégiques, la République démocratique du Congo est au centre de la transition énergétique pour la fabrication de batteries pour les véhicules électriques. Je vous épargne l'énumération des autres minéraux tels que le coltan, dont la réserve mondiale pour la RDC est estimée à 75%, essentielle pour la fabrication de téléphones portables et autres composantes électroniques. Au regard de cet tableau, vous conviendrez avec moi que mon pays devrait plutôt mériter l'attention et la protection des autres pays pour jouer pleinement son rôle dans ce monde qui change. Distingués collègues, je tiens à féliciter sincèrement la commission politique de notre organisation interparlementaire qui a adopté une résolution pertinente sur la situation en République démocratique du Congo lors de sa dernière réunion à Luxembourg et demande à cette auguste assemblée de bien vouloir valider la dite résolution à l'unanimité afin de jeter les bases d'une paix durable dans la sous-région des Grands Lacs
et s'engager résolument dans le développement de cette partie du monde. Distingués collègues, pour terminer, je voudrais soulever quelques interrogations. 1. Cette guerre est-elle une fatalité? Cette guerre n'a-t-elle pas de solution? Que faisons-nous ici, la délégation de la République démocratique du Congo et moi-même, au moment où la population qui nous a élus continue à mourir dans la partie est de notre pays? La solution la moins coûteuse et connue de tous, c'est le retrait des troupes rwandaises et ougandaises du territoire congolais qui va ouvrir la voie à une approche pacifique. Nous devons renforcer la diplomatie parlementaire parce que le Rwanda et l'Ouganda et la RDC sont condamnés par l'histoire et la géographie à vivre en bonne entente. L'exemple de la France et de l'Allemagne devrait nous interpeller, qui furent des ennemis redoutables pendant la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui complices dans le cadre de l'Union européenne pour le bien de leurs peuples respectifs. Tout en félicitant par avance mon collègue du Cameroun qui va prendre les rênes de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF, en sigle à partir de 17h aujourd'hui, si je ne m'abuse. Je l'encourage dans sa vision ici de nos échanges d'hier en aparté pour que les parlements africains puissent accompagner nos exécutifs dans la recherche de la paix sur l'ensemble du continent, au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Bien sûr, je parlais de mon propre pays qui est l'objet d'une agression de la part de ses deux voisins. L'Afrique doit aimer l'Afrique et se mettre au diapason des autres continents pour réaliser les rendez-vous avec sa propre histoire. Monsieur le Président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Monsieur le Secrétaire général de l'APF, Monsieur le Président des Assemblées parlementaires, chefs de délégation et chers collègues, honorables parlementaires, dignes représentants des peuples francophones, distingués invités, en cette période de complexité et d'incertitude, il est essentiel que nous restions unis et solidaires, que nous partagions nos expériences et nos savoirs et que nous travaillions ensemble pour construire un monde juste, plus paisible et plus durable. Je vous remercie.